Zerougi. Écoutez, un pays qui a aujourd'hui bientôt 60 ans d'indépendance, c'est la première fois où on organise des élections, on fait une passation entre un pouvoir en place et un représentant de l'opposition. Ce n'est pas rien, c'est important. Bien sûr, il y a eu beaucoup de critiques, il y a beaucoup de contestations. C'est normal aussi parce qu'on n'est pas dans un pays où la démocratie est établie, où les passations se font normalement, où les élections ne sont pas un enjeu majeur. On est dans l'apprentissage. On est dans la construction d'abord des institutions qui permettent ce genre de passation, mais aussi du mental. Que les gens vivent ce genre de situation normalement, qui se préparent pour les prochaines élections, et d'accepter que le processus est derrière nous et d'avancer. Donc tout ça est bien évidemment pas facile. C'est normal, il ne faut pas s'en offusquer. Il faut aussi accompagner ce processus, il faut lui donner la chance d'être maintenant quelque chose qui va s'améliorer, où on aura dans 5 ans des élections encore mieux organisées, moins contestées, avec des résultats crédibles. Donc c'est un travail à long terme, bien évidemment, mais c'est un bon pas que la République démocratique du Congo a franchi. La population aujourd'hui est en attente, elle veut voir des changements, elle veut voir du développement, elle veut voir qu'on s'occupe de ces problèmes. Il y a eu des mesures importantes qui ont été prises par le nouveau président, libérer des détenus politiques, permettre à des opposants qui sont à l'extérieur de rentrer, autoriser ou ouvrir la voie à la critique, permettre que le président soit critiqué dans la chaîne de télévision nationale. C'est des choses qui ne sont pas rien dans un pays comme le Congo. Mais bien évidemment, beaucoup reste à faire. Nous n'avons toujours pas de gouvernement. Il y a encore des négociations qui n'ont pas abouti. On a un chef du gouvernement, mais on n'a pas de gouvernement. On a beaucoup de choses à faire. Je peux en parler pendant des heures. Donc c'est un défi qu'il faut savoir relever. Il faut savoir être patient et il faut croire dans le génie de l'être humain d'une façon générale. Les priorités de la mission onusienne avaient, pendant les quelques dernières années, été quand même axées d'élection. Quelles sont désormais les priorités de la MONUSCO en RDC ? Il y a les priorités qui ont toujours été dans le mandat, c'est-à-dire lutter contre les groupes armés, stabiliser, travailler pour lutter contre, protéger les civils, la protection contre les violations des droits de l'homme, tout cela est toujours là. Ce qui aujourd'hui nous paraît comme une priorité majeure, c'est bien évidemment tous ces groupes armés qui sont en train de déposer les armes ou qui disent on est prêt à déposer les armes dans les Kasaï, dans le Tanganyika, dans l'Ituri et même dans les Kivu. Ça, c'est énorme. Si on arrive à vraiment prendre en charge cette demande, faire en sorte que la démobilisation de ces groupes soit un succès, c'est-à-dire qu'on arrive à les intégrer dans les communautés, pas dans l'armée, pas dans la police, qu'on arrive à assurer à ces communautés un minimum de moyens pour reprendre une vie normale, absorber ces gens qui descendent des maquis, construire une réconciliation entre des communautés qui se sont fait la guerre, qui ont été des victimes et des personnes qui ont été impliquées dans des violations, faire en sorte que la justice joue un rôle dans ce processus. Tout ça est vraiment extrêmement important parce que ça permet de tourner la page. Dans certaines zones, particulièrement où les groupes armés ne sont pas structurés dans la société, comme dans les Kivu, c'est beaucoup plus compliqué, mais dans les Kasaï, c'est une crise qui a été mal gérée, qui a dégénéré. Si on peut la reprendre, c'est un grand succès. La même chose pour le Tanganyika, où nous avons les pygmées qui sont victimes de discrimination, qu'il faut réintégrer dans la communauté et pouvoir réconcilier les communautés bantoues avec les communautés pygmées qui, comme vous le savez, sont des communautés qui sont séparées par les fonctions différentes des agriculteurs et des cueilleurs-chasseurs.
Il y a aussi un processus qui est en cours pour intégrer le FRPI, qui est un groupe armé très ancien dans l'Ituri. Nous y travaillons avec les autorités. Il y a un engagement. Le président est très intéressé par ces processus. Il a nommé le coordonnateur de l'accord régional pour la région des Grands Lacs qui s'est déplacé dans l'Ituri, qui travaille sur ça. Il a aussi désigné un conseiller chargé spécialement de la démobilisation des groupes armés du DDR et il a investi des pouvoirs pour travailler avec nous. Il y a justement une équipe du Conseil de sécurité qui s'apprête à partir pour faire un examen stratégique de la mission et de ses objectifs. Qu'espérez-vous voir découler de cet examen? Quel est son objectif? Le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat en mars dans une période où il n'y avait pas de clarté sur qu'est-ce qui allait se passer au Congo après les élections. Donc, il a préféré se donner le temps de voir comment les choses évoluent. Donc, ils nous ont donné un mandat de 9 mois jusqu'au mois de décembre et ils ont souhaité qu'il y ait une équipe, un expert indépendant, une équipe indépendante qui va aller faire une évaluation de la situation et revenir avec une revue stratégique des priorités qui pourraient être intégrées dans le prochain mandat de la MONUSCO. Comme vous le savez, nous sommes dans une période de drawdown, donc on a eu beaucoup de coupes budgétaires. Notre budget n'a pas encore été adopté, il est en discussion devant la 5e commission, mais on sait déjà qu'il y aura des coupes puisque les prévisions sont claires. Donc l'objectif de la revue stratégique, c'est d'identifier les priorités. J'ai parlé du DDR, il y a la stabilisation, donc le renforcement des fonctions régaliennes de l'État, qui seront certainement dans le cadre de l'évolution. Il y a aussi la reconfiguration de la mission. Nous avons déjà fermé les bureaux de l'Ouest où il n'y a pas de groupe armé. Nous nous sommes concentrés dans les zones où on peut faire la différence, c'est-à-dire dans les 6 provinces où il y a des groupes armés, les Kasaï, le Tanganyika, l'Ituri, les Dékuivu, mais il y a aussi Kinshasa, le siège. Donc ils vont travailler sur tous ces éléments, rencontrer les autorités, le gouvernement, même si on n'a pas encore un gouvernement, mais il y a des conseillers du président, il y a le président, il y a un premier ministre, travailler avec nous, travailler avec les autres partenaires, aller dans la région, rencontrer aussi les autorités parce qu'il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place entre l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la RDC pour essayer de travailler sur les groupes armés, sur les problèmes qui existent dans la région et tout ça. Donc tout ça sera bien évidemment examiné et des propositions concrètes vont être faites et proposé, mis à la disposition du Conseil de sécurité en octobre, avant la décision sur le mandat. Et puis, le mandat viendra pour définir ce que le Conseil de sécurité attend de la mission, pour combien de temps et quelles sont les priorités. Ça, c'est à partir de décembre. Oui. L'envoyé spécial des Grands Lacs, le nouvel envoyé spécial des Grands Lacs, M. Huang Xia, a déclaré qu'il vise le développement durable et inclusif pour asseoir la paix à l'est du pays. Est-ce que vous œuvrez de pair avec lui pour justement aller dans cette direction? Ça semble un peu décalé quand on pense aux groupes armés qui sont actifs sur le terrain. Non, c'est pas décalé. C'est pas décalé du tout. C'est la démarche du gouvernement en fait. C'est pas la démarche juste des Nations Unies. C'est ce que pense le président de la République. Vous savez qu'il s'est rendu au Rwanda, il s'est rendu en Ouganda. Il s'est rendu dans les autres pays de la région. Et donc, pour lui, la meilleure façon de lutter justement contre les groupes armés, c'est de créer une dynamique positive où il y a des intérêts convergents au niveau économique entre la RDC et les pays voisins. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu au Rwanda, qui ont eu lieu à Kinshasa, même avec les services de renseignement des 4 pays. Il y a de l'intérêt, parce que vous savez, les groupes armés, ils sont nourris de quoi? Ils sont nourris de tout le trafic des minerais, de toutes les tensions qui existent entre les communautés rwandophones, non rwandophones, l'ADF qui est, comme vous le savez, d'origine ougandaise, des groupes aussi burundaises qui sont dans la région. Donc tout ça est lié aussi à des intérêts contradictoires au niveau économique. Et donc si on arrive à travailler et aider, pour moi en tout cas la RDC, c'est dans le mandat, c'est écrit, c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration. Le Conseil de sécurité a souhaité que
La MONUSCO joue un rôle aussi dans ce rapprochement régional. Nous avons beaucoup travaillé avec les autorités, nous travaillons avec le coordonnateur, mais aussi avec l'envoyé spécial. Et nous comptons vraiment renforcer justement cette logique positive, rationnelle, qui s'inscrit dans une dynamique positive plutôt que le Congo, c'est une menace. Et comment je peux tirer profit de son instabilité. Le Congo est une opportunité. Le Congo est un pays extrêmement riche, mais il est enclavé, il a besoin de ses voisins pour sortir ses richesses. Donc tout le monde peut gagner si on arrive à s'inscrire dans une démarche positive. Et je pense que c'est la volonté. Vous savez que Kagame est venu à Kinshasa, donc il y a de l'espoir. J'ai une dernière question. Vous êtes femme à la tête d'une mission, d'un grand pays, un pays qui est miné par les conflits, qui est en pleine transition. Est-ce que le fait d'être femme complique votre travail ? Non, je dis sincèrement que je n'ai pas senti une seule fois que parce que je suis femme, j'ai pas l'espace ou j'ai pas l'accès ou j'ai pas le respect et la collaboration. Je crois que j'ai eu une collaboration totale de la part des autorités, mes collègues. Vous savez, je suis pas la seule femme dans la mission. Mon adjointe est une femme, ma chef de cabinet est une femme. Donc, il y a des femmes à tous les niveaux dans la mission. Nous essayons justement, nous sommes la mission, on est très en avance, on a un marqueur, on a mis des mécanismes d'évaluation pour nous assurer qu'on intègre le maximum de femmes possible. Je me suis même permise dans la réduction des postes de donner 5 points à chaque femme pour essayer de garder nos femmes dans les coupes budgétaires. Donc je pense que c'est une opportunité pour nous tous, d'abord de démystifier cette attitude d'une femme, est-ce qu'elle va pouvoir, elle va pas. C'est juste qu'il faut que les gens aient les compétences requises, que ce soit une femme ou un homme. Nous avons parfois plus d'espace en tant que femme parce que dans certains endroits, on ne suscite pas une réaction négative parce que on collabore plus facilement avec une femme. Donc au contraire, moi je n'ai pas cette préoccupation. Je travaillais avec beaucoup de collaboration de tout le monde. Nous avons des défis énormes, mais des opportunités, il faut savoir les saisir. J'ai eu des relations cordiales avec l'ancien président, avec l'actuel, avec les membres de l'opposition. Je travaille avec tout le monde, je communique avec tout le monde. Donc non, je ne suis pas préoccupée parce que j'ai pas d'accès, parce que je suis une femme.